Le bip régulier du moniteur cardiaque était la seule chose qui parvenait à percer le brouillard de mon épuisement. 26 heures de garde. Mes mains, bien que tremblantes de fatigue, se mouvaient avec une précision mécanique, refermant une plaie béante sur le bras d'un homme ivre qui n'arrêtait pas de s'excuser. Autour de moi, les urgences de l'AHP à Paris vibraient d'un chaos familier. Les pleurs d'un enfant, les ordres aboyés d'un médecin, le grincement des roues d'un brancard. Pour beaucoup, c'était l'enfer. Pour moi, c'était un sanctuaire. Ici, la douleur était visible, tangible, réparable. Je pouvais la suturer, l'apaiser avec de la morphine, la combattre avec un défibrillateur. C'était une douleur honnête, bien loin de celle qui m'attendait chez moi, silencieuse et insidieuse. Je me concentrais sur le fil et l'aiguille. Chaque point, une petite victoire contre le désordre du monde, une façon de me prouver que je pouvais encore réparer quelque chose. C'est alors que les portes battantes ont volé en éclats. Le bruit a été si violent que j'ai sursauté, piquant mon propre gant. 2 hommes en costume sombre, le visage fermé, poussaient un brancard. Et sur ce brancard, un homme se vidait de son sang, son costume taillé sur mesure, déchiré et maculé de pourpre. Un silence glacial est tombé sur la salle, un silence que je n'avais jamais entendu ici. Tous les regards se sont tournés vers lui, et j'ai su, sans même connaître son nom, que la mort venait d'entrer et qu'elle n'était pas venue seule. Le chaos a repris, mais différent, plus tendu. Le docteur Leblanc, le chef de service, a hurlé des ordres, mais sa voix trahissait une pointe de panique. L'homme sur la table, Dante Moretti, comme l'a crié un de ses sbires, perdait conscience. Plaies multiples par balles, abdomen et poitrine. Son pouls était filant, sa tension artérielle en chute libre. On le perdait. Pendant que tout le monde s'agitait autour des blessures les plus évidentes, j'ai remarqué quelque chose d'autre. La déviation subtile de sa trachée, les veines de son cou anormalement distendues. Un pneumothorax sous tension. Son poumon s'effondrait, comprimant son cœur. Il allait mourir dans les 30 prochaines secondes, non pas à cause des balles, mais par suffocation interne. Sans réfléchir, j'ai attrapé une grande aiguille de cathéter. « Qu'est-ce que vous faites, Dubois ? Ce n'est pas le protocole !» a crié Leblanc. Je ne l'ai pas écouté. J'ai trouvé le deuxième espace intercostal, j'ai senti la côte du bout des doigts et j'ai enfoncé l'aiguille d'un coup sec. Il y a eu un sifflement audible, l'air s'échappant de sa cage thoracique. Le moniteur cardiaque, qui avait commencé son chant funèbre, s'est stabilisé. J'ai relevé les yeux et j'ai croisé le regard de l'un de ces hommes. Il n'y avait ni gratitude, ni soulagement, seulement une évaluation froide et intense. J'avais sauvé leur chef, mais je venais peut-être de signer ma propre condamnation. Une fois Dante Moretti stabilisé et emmené d'urgence au bloc opératoire, l'atmosphère de la salle s'est lentement détendue, revenant à son état de crise habituel. Mais pour moi, l'air était différent, chargé d'une électricité invisible. Mes mains ne tremblaient plus à cause de la fatigue, mais à cause de l'adrénaline qui refluait, laissant place à un vide glacial. J'ai nettoyé le sang qui avait éclaboussé mon uniforme, le sang d'un homme dont la vie valait apparemment assez pour que ses gardes du corps fassent taire des urgences entières par leur seule présence. Qui était-il ? Un criminel, sans aucun doute ? Un homme dangereux ? Pourtant, face à la mort, il n'était qu'un corps fragile, une machine complexe que j'avais réussi à redémarrer. C'est dans des moments comme celui-ci, quand le silence retombe après la tempête, que je me demande si quelqu'un comprend vraiment ce que c'est que de se battre chaque jour. Si vous comprenez ce sentiment, si mon histoire vous touche déjà, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Vos commentaires me donnent la force de continuer à raconter, de savoir que je ne suis pas seule. Partager cette vidéo pourrait aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul aussi. Car dans le silence de mon petit appartement, une autre sorte de bataille m'attendait, une bataille que je menais sans alliés et sans espoir de victoire. Pendant que je terminais ma garde, changeant des pansements et répondant aux sonnettes avec une patience feinte, j'imaginais le monde auquel cet homme appartenait. Il ne se réveillerait pas dans une chambre d'hôpital impersonnelle, avec ses murs jaunis et l'odeur d'antiseptique. Non, son monde devait être l'exact opposé de mon chaos quotidien. Je le voyais dans un penthouse surplombant Paris, les lumières de la ville étalées à ses pieds comme un tapis de diamants. Un silence opulent où le seul son serait le cliquetis de glaçons dans un verre de whisky.
Des meubles en bois sombre, des tapis épais, absorbant chaque pas, un ordre méticuleux qui ne laissait aucune place au hasard. Ces hommes, comme ceux que j'avais vus, se déplaçaient comme des ombres, communiquant par des regards, anticipant chaque besoin. C'était un monde de pouvoir absolu, un pouvoir qui pouvait acheter le silence, la loyauté et probablement même la vie. Un monde si éloigné du mien, où chaque facture impayée était une menace, chaque porte qui grince une source de panique. Ils vivaient dans une forteresse de verre et d'acier, tandis que je vivais dans une cage de peur, et nos deux univers n'auraient jamais dû se rencontrer. Pourtant, le souvenir de son sang sur mes mains créait un pont invisible entre ces deux réalités, un lien terrifiant et étrangement fascinant. Le trajet en métro pour rentrer chez moi m'a paru plus long que d'habitude. Chaque regard insistant, chaque mouvement brusque me faisait sursauter. La fatigue pesait sur mes épaules comme une chape de plomb, mais c'était la peur qui me vidait de toute énergie. J'habitais un petit 2 pièces au 4e étage sans ascenseur, un endroit que j'avais choisi pour son anonymat. Mais l'anonymat n'était plus une protection suffisante. En insérant ma clé dans la serrure, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Une légère résistance, une éraflure sur le métal que je ne connaissais pas. Mon cœur s'est emballé. J'ai poussé la porte doucement. L'appartement était silencieux, sombre. Rien ne semblait avoir été volé. Mais le désordre était subtil, personnel. Un tiroir de ma commode légèrement ouvert, une tasse que j'avais laissée dans l'évier posée sur la table. Et puis, je l'ai vue. La seule photo encadrée que j'avais gardée de nous deux, de l'époque où ses sourires n'étaient pas encore des masques. Elle était posée face contre table. C'était sa signature. Un message clair. Je peux entrer quand je veux. Je suis toujours là. Marc Fournier, mon ex-mari, mon tortionnaire, le policier que personne ne voulait croire. L'air est devenu rare dans mes poumons. Mon sanctuaire n'existait plus. J'étais prise au piège et les murs se rapprochaient inexorablement. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil passée à écouter les bruits de l'immeuble, je suis sortie pour aller travailler, me sentant comme un fantôme dans ma propre vie. Ils étaient là, garés juste en face de mon immeuble. Une berline noire aux vitres teintées, identique à celle de la nuit précédente. Mon sang s'est glacé. Était-il venu finir le travail? Me faire taire parce que j'en savais trop, parce que j'avais vu le grand Dante Moretti vulnérable? J'ai envisagé de faire demi-tour, de courir, mais où serais-je allée? Mes jambes semblaient enracinées dans le bitume. La portière arrière s'est ouverte et l'homme le plus âgé, celui dont le regard m'avait transpercé aux urgences, est descendu. Il s'est approché lentement, sans la moindre menace dans sa posture. Il portait un costume impeccable et ses cheveux grisonnants lui donnaient une allure d'homme d'affaires, pas de gangster. Il s'est arrêté à 1 mètre de moi. Je retenais ma respiration, m'attendant à tout. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement sorti de sa poche intérieure une enveloppe épaisse, d'un blanc crémeux, sur laquelle mon nom, Clara Dubois, était écrit d'une calligraphie élégante. Il me l'a tendu. « De la part de Monsieur Moretti », a-t-il dit, sa voix grave et calme. « Il vous remercie. » Puis, sans attendre de répondre, il a fait demi-tour, est remonté dans la voiture et elle a démarré en silence, me laissant seule sur le trottoir, tremblante, serrant contre moi une enveloppe qui pesait 1 tonne. Je n'ai pas osé ouvrir l'enveloppe dans la rue. J'ai attendu d'être de retour derrière la porte de mon appartement que j'ai verrouillée à double tour. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai eu du mal à déchirer le papier. À l'intérieur, 2 choses. D'abord, une liasse de billets de 100 €. J'ai arrêté de compter après 10 000. C'était plus d'argent que j'en avais jamais tenu entre mes mains, assez pour rembourser les dettes les plus pressantes, celles que Marc utilisait pour me maintenir sous son emprise financière. Mon premier réflexe a été un immense soulagement, une bouffée d'air frais dans un poumon qui se noyait. Mais il y avait autre chose. Une seule feuille de papier cartonné, pliée en 2. Ce n'était pas une simple carte de remerciement. Les mots étaient imprimés, nets et précis. Offre d'emploi, infirmière privée, rémunération 20 000 € par mois, logement et protection inclus. En dessous, un numéro de téléphone. Pas de nom, pas de détails, juste cette phrase et ces 3 mots qui ont fait écho au message de Marc de la veille, protection inclus. C'était insensé. Une porte de sortie vers un monde encore plus dangereux que le mien. J'allais jeter le papier quand mon téléphone a vibré sur la table. Un message de Marc. « Tu m'as manqué hier soir, j'ai aimé revoir notre petit nid. »
La terreur m'a saisie à la gorge, froide et paralysante. Mon regard a fait la navette entre l'écran du téléphone et la carte dans ma main. La prison que je connaissais ou la cage dorée d'un inconnu. C'était à peine un choix. J'ai composé le numéro de la carte avec des doigts qui ne m'obéissaient plus. Une voix calme et professionnelle a répondu à la première sonnerie. « Allô ?» C'était Léo, le bras droit, l'homme au regard d'acier. J'ai pris une inspiration tremblante, essayant de faire sonner ma voix plus assurée qu'elle ne l'était. « C'est Clara Dubois. Je vous appelle au sujet de votre offre. » Un court silence. « Nous vous écoutions, mademoiselle Dubois ?» Mon cœur battait à tout rompre. La fierté, cette vieille amie têtue, a pris le dessus sur la peur. « Je vous remercie, mais je dois refuser. Je ne suis pas à vendre et je n'ai pas besoin de votre protection. Je peux gérer mes propres problèmes. » Les mots sonnaient creux, même à mes propres oreilles. J'avais désespérément besoin de cet argent, de cette protection, mais l'idée d'accepter l'aide d'un homme comme lui, un homme dont le pouvoir me rappelait tant celui de Marc, me donnait la nausée. C'était échanger une prison contre une autre, plus luxueuse peut-être, mais tout aussi verrouillée. « Je comprends », a-t-il simplement répondu, sans une once de surprise ou d'insistance. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, j'ai raccroché, le souffle court, fixant le téléphone comme s'il allait m'exploser au visage. Je venais de jeter ma seule bouée de sauvetage, et l'océan de mes ennuis menaçait de m'engloutir. Ma première tentative pour gérer mes propres problèmes fut un échec cuisant. Le lendemain, j'ai demandé un entretien avec le docteur Leblanc. J'espérais, naïvement, que l'institution que je servais avec tant de dévouement me protégerait. Je lui ai tout raconté, l'argent, l'offre d'emploi, la voiture noire garée devant chez moi. Je lui ai présenté la situation comme une tentative d'intimidation, une menace à peine voilée de la part de criminels dangereux. Je voulais qu'il alerte la sécurité de l'hôpital, qu'il me soutienne. Au lieu de cela, son visage, déjà pâle lors de l'arrivée de Moretti, est devenu livide. Il voyait en moi non pas une victime, mais une complication, un risque. Il a évité mon regard, tripotant nerveusement un stylo sur son bureau. « Mademoiselle Dubois, cette situation est inhabituelle. Compte tenu des circonstances et de votre comportement non protocolaire lors de l'admission du patient en question, je suis au regret de vous informer que vous êtes suspendu avec effet immédiat dans l'attente d'une enquête interne. Il a tendu la main, votre badge, s'il vous plaît. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Mon sanctuaire, le seul endroit où je me sentais compétente et en sécurité, venait de me jeter dehors sans la moindre hésitation. Les murs de ma vie s'effondraient les uns après les autres. La perte de mon emploi a été comme un signal pour mes autres démons. L'avis d'expulsion est arrivé 2 jours plus tard, glissé sous ma porte. Le propriétaire, qui avait toujours été patient, était soudainement devenu intraitable. Je savais que Marc était derrière ça. Puis, le message est apparu sur mon téléphone. C'était une photo de Sophie, ma meilleure amie, assise à la terrasse d'un café en train de rire. La photo était prise de loin à son insu. En dessous, une simple phrase. « Tu devrais passer plus de temps avec tes amis, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » La menace n'était plus dirigée contre moi seule, il élargissait son champ de bataille, visant la seule personne qui me restait, mon unique antre dans ce monde. La terreur a laissé place à une rage impuissante. J'ai appelé Sophie, lui inventant une excuse pour qu'elle rentre chez elle immédiatement, ma voix tremblant tellement que j'ai dû prétendre avoir un rhume. J'étais un poison. Ma seule présence mettait en danger ceux que j'aimais. Marc ne se contentait plus de me faire du mal. Il démantelait méthodiquement le peu de vie qu'il me restait, m'isolant, me coupant de tout soutien, s'assurant que je n'ai nulle part où aller, sauf vers lui. À court d'options, j'ai rassemblé les quelques bijoux de valeur que ma grand-mère m'avait laissés. C'était une trahison de sa mémoire, mais la survie ne s'embarrasse pas de sentimentalité. Le prêteur sur gage m'en a donné une somme dérisoire, à peine de quoi payer une semaine de course. En rentrant, alors que je tournais dans la ruelle menant à mon immeuble, 2 silhouettes m'ont bloqué le passage. Ils étaient massifs, le visage fermé, et ils sentaient la violence contenue. « Clara Dubois ?» a demandé l'un d'eux, sa voix rauque. Je n'ai pas eu le temps de répondre. Il m'a attrapé par le bras et m'a plaqué contre le mur de briques froides. L'impact m'a coupé le souffle. « Ton ex-mari nous a dit que tu avais quelques soucis d'argent. C'est dommage, le patron n'aime pas attendre. » Il travailla pour l'une des sociétés de crédit que Marc m'avait forcé à utiliser. Ils ont arraché mon sac, ont pris le peu d'argent que j'avais et l'ont jeté par terre. « C'est juste un rappel amical », a dit le second en me relâchant. « La prochaine fois, on te cassera quelque chose de joli. »
Ils sont partis en riant, me laissant glisser le long du mur, tremblante, humiliée et complètement seule au milieu des détritus et du désespoir. Je suis restée là, recroquevillée contre le mur humide, les larmes brouillant ma vue, le goût du sang dans ma bouche où ma lèvre avait heurté la brique. Chaque inspiration était une douleur vive dans mes côtes. C'était la fin. Il n'y avait plus d'issue, plus d'échappatoire. C'est alors qu'un bruit a percé le brouillard de ma détresse. Pas un bruit de moteur, mais plutôt un murmure puissant, le son d'une présence qui déplace l'air. Au bout de la ruelle, une berline noire, la même, s'était arrêtée. La portière arrière s'est ouverte et Dante Moretti en est sorti. Il n'était plus le patient sanglant que j'avais sauvé. Il portait un costume sombre parfaitement coupé qui accentuait sa stature imposante. Il se tenait droit, guéri, dégageant une aura de puissance glaciale et absolue. Léo était derrière lui, une ombre loyale. Il ne s'est pas précipité vers moi. Il s'est arrêté à quelques mètres, son regard balayant la scène, moi, en boule sur le sol, mon sac éventré, les quelques billets que les hommes avaient dédaignés. Son visage était un masque de marbre, mais ses yeux brûlaient d'une fureur si intense et si froide qu'elle semblait geler l'air autour de lui. Il avait tout vu. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, seulement le calme terrifiant qui précède la tempête la plus dévastatrice. Dante a fait quelques pas, non pas vers moi, mais vers l'endroit où les deux hommes avaient disparu. Il a fixé le coin de la rue pendant un long moment, comme s'il pouvait encore les voir, les marquer de son regard. Puis, il s'est tourné vers Léo, et sa voix était si basse, si dénuée d'émotion, qu'elle en était plus effrayante qu'un cri. « Trouve-les, trouve qui les a envoyés, et trouve-moi tout ce que tu peux sur l'inspecteur Marc Fournier. Chaque saleté, chaque rumeur, chaque secret. Je veux tout. » Ce n'était pas une demande, c'était un décret. Léo a simplement hoché la tête, déjà en train de sortir son téléphone. C'est seulement après avoir donné ses ordres que Dante s'est tourné vers moi. Il s'est accroupi, non pas pour m'aider, mais pour être à mon niveau. Son regard s'est posé sur les marques rouges qui se formaient sur mon bras. « Les hommes qui font ça, » a-t-il dit, chaque mot pesé, précis, comme une lame de scalpel, les hommes qui utilisent leur force contre ceux qui ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas leur place dans mon monde. Il ne parlait plus seulement des voyous, il parlait de Marc. Il venait de prononcer une sentence, et je savais, avec une certitude absolue, qu'elle serait exécutée. Il s'est relevé et m'a regardé de toute sa hauteur, me laissant le choix de me relever seul, me rendant une parcelle de dignité au milieu de mon humiliation. Mon offre n'était pas une tentative d'achat, mademoiselle Dubois, a-t-il repris, sa voix retrouvant un ton plus neutre, presque commercial. C'est un contrat de travail. Vous possédez une compétence rare et précieuse. Mon état de santé nécessite encore une surveillance médicale privée. En échange de vos services, je vous offre un salaire conséquent. Mais je vous offre surtout ce que ni la police, ni le système, ni l'argent que vous aviez dans votre sac ne peuvent vous garantir. Son regard a balayé la ruelle sordide, puis est revenu se poser sur moi. La sécurité, un refuge, un endroit où des créatures comme celles qui viennent de partir ne peuvent pas vous atteindre. Un endroit où votre ex-mari ne posera plus jamais la main sur vous. Il savait, il ne supposait pas, il savait tout. L'offre n'était plus une cage dorée, c'était une forteresse. Le prix était ma fierté et la proximité terrifiante de cet homme, mais l'alternative était la destruction totale. Mon instinct de survie, si longtemps étouffé, hurlait de dire oui. Mon esprit était un champ de bataille. Chaque fibre de mon être, conditionnée par des années de traumatisme, me criait de fuir cet homme. Il était le prédateur alpha, l'incarnation même du pouvoir masculin dangereux et incontrôlable, que j'avais appris à craindre plus que la mort. Marc m'avait appris que les hommes puissants ne protègent pas, ils possèdent, ils contrôlent, ils détruisent. Pourtant, dans le regard de Dante, je ne voyais pas cette soif de possession. Je voyais une colère froide, impersonnelle, dirigée non pas contre moi, mais contre l'injustice que j'avais subie. C'était une violence promise, non pas pour me briser, mais pour construire un bouclier autour de moi. Je pensais à Sophie, menacée à cause de moi. Je pensais à l'avis d'expulsion, à la suspension de mon travail. Je pensais aux mains de ces hommes, à l'impuissance totale que j'avais ressentie. La prison de Marc était faite de peur et d'humiliation. La forteresse de Dante était faite de murs, d'acier et de sa propre volonté implacable.
C'était un choix impossible entre deux terreurs, mais l'une était une lente agonie et l'autre, peut-être, une chance de respirer. Ma voix était un murmure rauque quand j'ai enfin parlé. Quelles sont les conditions ? Dante n'a pas esquissé le moindre sourire de victoire. Il a simplement hoché la tête, comme si ma reddition était une conclusion logique et inévitable. Son expression est restée grave, son regard intense ne me quittant pas. Il n'y a qu'une seule condition fondamentale, mademoiselle Dubois. Vous ne me mentez jamais, sur rien, et vous ne tentez pas de fuir. Si vous voulez partir, vous me le direz en face. C'était un code d'honneur étrange, une règle de transparence absolue dans un monde de secrets et de violence. C'était aussi un avertissement. Léo, qui s'était tenu en retrait, s'est avancé et a ouvert la portière arrière de la berline. L'intérieur était sombre, tapissé de cuir noir, un cocon silencieux et protecteur qui semblait à des années-lumière de la saleté de la ruelle. C'était un portail, une frontière entre ma vie d'avant et ce qui allait suivre. J'ai pris une dernière, profonde inspiration, l'odeur de la pluie et des poubelles m'emplançant les poumons. J'ai jeté un regard à la façade décrépite de mon immeuble, puis à la voiture blindée. Avec un pas qui me coûta tout le courage qu'il me restait, j'ai marché vers elle, laissant derrière moi les débris de mon existence. La portière s'est refermée dans un bruit lourd et sourd, scellant le pacte et m'enfermant définitivement dans son monde. La vie dans le penthouse de Dante Moretti était une étude de contraste. D'un côté, il y avait un luxe que je n'avais jamais imaginé, des baies vitrées offrant une vue imprenable sur Paris, un silence si profond qu'il en était presque assourdissant, et une sensation de sécurité physique absolue. Les murs étaient épais, les portes blindées, et des hommes silencieux en costume patrouillaient discrètement dans les couloirs. Mais de l'autre côté, c'était une cage dorée. Léo m'avait exposé les règles avec une courtoisie glaciale le premier jour. Mes déplacements étaient limités à l'appartement et à la terrasse sur le toit. Toute sortie devait être approuvée et se ferait sous escorte. Mon téléphone personnel avait été remplacé par un appareil sécurisé. Je n'étais pas une invitée, j'étais un atout, une ressource sous surveillance constante. Dante lui-même était une présence fantomatique. Il passait ses journées dans son bureau, prenant des appels en italien, sa voix un grondement grave et continu. Quand il sortait, son regard passait sur moi comme si j'étais un meuble, mais je sentais le poids de son observation. Il évaluait ma compétence, ma loyauté, ma simple présence. Je n'étais plus Clara Dubois, infirmière. J'étais la femme qui lui avait sauvé la vie et maintenant j'étais sa responsabilité, un objet précieux et potentiellement dangereux qu'il fallait garder sous clé. Ma routine s'est installée, rythmée par les exigences de sa convalescence. Chaque matin, je prenais ses constantes, je changeais ses pansements, je supervisais sa prise de médicaments. Il se soumettait à mes soins avec une patience stoïque, son corps une machine qu'il me laissait réparer, mais son esprit restait une forteresse impénétrable. Nos conversations étaient purement fonctionnelles. « Comment vous sentez-vous » ? « Bien. » Des douleurs ? Supportables. Son laconisme était une arme, une façon de maintenir une distance infranchissable. Mais un après-midi, en entrant dans la salle de sport privée attenante à sa chambre, je l'ai trouvé torse nu, tentant de soulever des haltères bien trop lourdes pour son état. Des perles de sueur coulaient sur son torse balafré et je pouvais voir la tension sur ses sutures fraîches. La professionnelle en moi a pris le dessus sur la peur. « Posez ça immédiatement », ai-je ordonné, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Il s'est arrêté, le bras en l'air, et m'a lancé un regard noir, un défi silencieux. « Vous allez déchirer vos sutures internes, monsieur Moretti, et je ne serai pas là pour vous recoudre une deuxième fois. » Le silence s'est étiré, vibrant de tension. J'ai soutenu son regard, mon cœur battant la chamade. Lentement, avec une grimace de douleur et de fierté blessée, il a reposé l'haltère. C'était une petite victoire, mais elle m'a laissé le goût dangereux du défi. Quelques jours plus tard, l'épuisement accumulé des semaines passées m'a finalement rattrapé. Les nuits étaient courtes, peuplées de cauchemars où le visage de Marc se superposait à celui de Dante. Après avoir terminé mes soins du soir, je me suis réfugiée dans l'immense bibliothèque, espérant trouver un peu de répit dans les pages d'un livre. Je ne me souviens pas de m'être endormie, mais je me suis réveillée en sursaut, le cou endolori, la lumière du jour commençant à poindre à travers les rideaux. Une couverture en cachemire, incroyablement douce et chaude, avait été drapée sur mes épaules. La pièce était vide, mais une tasse de thé encore fumante était posée sur la table basse à côté de moi.
J'ai levé les yeux vers l'embrasure de la porte. Dante se tenait là, déjà habillé pour la journée, me regardant. Il n'y avait pas de froideur dans ses yeux cette fois, mais quelque chose de plus complexe, une sorte d'évaluation pensive. Le manque de sommeil est un ennemi, a-t-il dit simplement, sa voix grave résonnant dans le silence matinal. Il rend vulnérable. Puis il s'est détourné et parti, me laissant seul avec la chaleur de la couverture et le trouble grandissant dans mon cœur. Ce n'était pas de la gentillesse, pas au sens traditionnel du terme. C'était un acte de préservation, comme on entretient un outil précieux. Mais c'était le premier geste qui ne relevait pas de notre contrat, et cela m'a déstabilisé plus que toutes ces menaces. L'illusion d'une convalescence paisible s'est brisée un soir. Léo est entré dans le penthouse, son visage habituellement impassible, marqué par une urgence à peine contenue. Il a trouvé Dante sur la terrasse et ils ont commencé à parler en italien, leur voix basse et rapide. Je faisais semblant de ranger du matériel médical à proximité, mais mes oreilles étaient aux aguets. J'avais appris quelques rudiments italiens avec un ancien petit ami, assez pour saisir des bribes de conversation. J'ai entendu des mots qui ont glacé mon sang. Petrov, le nom du chef de clan rival russe que les journaux mentionnaient parfois. Traditore, traître. Et puis, distinctement, la ragazza, la fille. Le regard de Dante a balayé la pièce et s'est posé sur moi une fraction de seconde. J'ai immédiatement baissé la tête, feignant une concentration intense sur une boîte de compresses. Mais il était trop tard. L'atmosphère avait changé. L'air n'était plus un sanctuaire, mais celui d'un quartier général en état de siège. J'ai compris à ce moment-là que les murs qui me protégeaient de Marc étaient les mêmes murs qui attiraient le feu d'ennemis bien plus puissants. J'avais échappé à un loup pour me retrouver au milieu d'une guerre entre lions. Plus tard dans la soirée, alors que je préparais ses médicaments pour la nuit, Dante m'a acculé dans la cuisine. Il ne s'est pas approché de trop près, mais sa simple présence suffisait à rendre la pièce minuscule. « Vous comprenez l'italien » a-t-il affirmé. Ce n'était pas une question. Sa voix était neutre, presque décontractée, ce qui la rendait d'autant plus menaçante. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête, un peu. Ses yeux sombres m'ont sondé, cherchant la moindre trace de duplicité. Ce que vous entendez dans cette maison, vous l'oubliez aussitôt. Chaque mot, chaque regard. Votre rôle ici est de me maintenir en vie, pas d'écouter aux portes. C'est clair ? La condescendance dans son ton a allumé une étincelle de colère en moi, une rébellion que je croyais éteinte depuis longtemps. J'ai relevé le menton. « Je suis une infirmière, monsieur Moretti, pas l'une de vos subordonnées. Mon éthique professionnelle m'interdit de divulguer quoi que ce soit concernant mes patients. Vous n'avez pas besoin de me menacer pour obtenir ma discrétion. » Un silence lourd est tombé entre nous. Il a fait un pas vers moi et j'ai dû lutter contre l'envie de reculer. Son regard a parcouru mon visage, s'attardant sur mes yeux. « Non », a-t-il finalement dit, sa voix plus douce, presque perplexe. « Vous n'êtes pas comme les autres. » Et dans cette simple phrase, j'ai senti un changement subtil, un glissement dans la dynamique de notre relation qui était à la fois terrifiant et exaltant. Après une semaine de cette coexistence tendue, Dante a jugé que je pouvais sortir pour acheter des vêtements et des articles de toilette. La liberté était une illusion, bien sûr. J'étais flanquée de 2 de ces hommes, des montagnes de muscles silencieuses qui me suivaient comme mon ombre. Alors que j'étais dans une petite librairie du Marais, essayant de retrouver un semblant de normalité, un homme m'a frôlé dans une allée étroite. Il était grand, blond, avec des yeux d'un bleu glacial et une fine cicatrice qui courait le long de sa mâchoire. Il s'est penché comme pour ramasser un livre et a murmuré à mon oreille, son français teinté d'un fort accent slave. « Le grand Moretti se cache derrière une jolie infirmière maintenant. Dites-lui que les hommes de Petrov n'ont pas la mémoire courte. » Le temps s'est figé. La menace était si directe, si personnelle. Avant que mes gardes du corps, alertés par la pâleur de mon visage, ne puissent réagir, il avait disparu dans la foule. Le livre que je tenais est tombé de mes mains tremblantes. Je n'étais plus un secret bien gardé, j'étais une cible. Mon nom, mon visage, ma fonction étaient connus de ses ennemis. La protection de Dante n'était pas seulement un bouclier, c'était aussi un aimant qui attirait le danger vers moi. Le retour au penthouse s'est fait dans un silence de mort. Mes gardes du corps n'osaient pas parler, sachant qu'ils avaient échoué. Dès que j'ai franchi la porte, Dante a su que quelque chose s'était passé. Il était assis dans le salon et son regard s'est immédiatement durci en voyant mon expression. Ma voix était un filet tremblant lorsque j'ai lui raconté l'incident. Je n'ai omis aucun détail, l'accent, la cicatrice, les mots exacts.
Pendant que je parlais, son visage est devenu un masque de fureur contenue. Il n'a pas dit un mot de réconfort, la pitié n'était pas dans son vocabulaire. Au lieu de cela, il a sorti son téléphone et a passé un attel. Ses ordres en italien étaient brefs, précis et d'une brutalité à glacer le sang. Il ne s'agissait plus de surveillance ou de défense, il s'agissait de chasse. Après avoir raccroché, il a planté ses yeux dans les miens. « Cet homme ne vous approchera plus jamais, personne ne vous approchera plus jamais. » C'était un serment, une promesse de violence faite en mon nom. Et malgré la terreur que m'inspirait sa capacité à déchaîner le chaos, une partie de moi, la partie qui avait été si longtemps impuissante et terrorisée, s'est sentie soulagée. Il était peut-être un monstre, mais pour la première fois, j'avais l'impression qu'un monstre se battait pour moi. Le lendemain, une nouvelle preuve de la fragilité de ma sécurité est arrivée sous la forme d'une enveloppe blanche, sans adresse de retour, simplement mon nom écrit dessus. Léo l'a interceptée, l'examinant sous toutes les coutures avant de la juger sûre. Il voulait l'ouvrir lui-même, mais Dante, d'un geste de la main, lui a ordonné de me la donner. « Ouvre-la » a-t-il commandé, ses yeux fixés sur moi. Mes doigts étaient maladroits en déchirant le papier. À l'intérieur, il n'y avait pas de message, pas de menace écrite, juste une photo. Une photo de moi, prise la veille, alors que je sortais de la librairie. J'étais au centre du cadre et un cercle rouge vif dessiné au marqueur entourait ma tête. Le message était on ne peut plus clair. Nous te voyons, nous pouvons t'attendre quand nous le voulons. Mais la question qui a fait taire tout le monde dans la pièce était comment ? Mon itinéraire avait été décidé à la dernière minute. Seules 3 personnes le connaissaient, Dante, Léo et le chef de son équipe de sécurité. La conclusion était inévitable et terrifiante. Le danger n'était pas seulement à l'extérieur, menaçant de franchir les murs. Il était déjà à l'intérieur. Il y avait un traître dans le cercle le plus proche de Dante Moretti. Cette nuit-là, la menace est devenue tangible. Vers 2 heures du matin, toutes les lumières du penthouse se sont éteintes d'un coup. Le silence a été remplacé par le bourdonnement faible des générateurs de secours, qui ont allumé quelques veilleuses, plongeant l'appartement dans une pénombre inquiétante. Les systèmes de sécurité principaux étaient hors service. En quelques secondes, Léo et ses hommes étaient en position, armes au poing, se déplaçant avec une efficacité silencieuse et mortelle. Avant que j'aie eu le temps de paniquer, Dante était à mes côtés. Il m'a attrapé par le bras, non pas brutalement, mais fermement, et m'a entraîné dans son bureau. Il a verrouillé la porte blindée et s'est posté devant, un pistolet apparu comme par magie dans sa main. Il faisait écran de son corps entre moi et le danger potentiel. Dans l'obscurité, le monde extérieur avait disparu. Il n'y avait plus que le son de nos 2 respirations, la sienne calme et régulière, la mienne erratique. La peur était une chose vivante dans la pièce, mais pour la première fois, je ne la portais pas seule. Instinctivement, j'ai tendu la main et mes doigts ont effleuré le tissu de sa veste. Il n'a pas sursauté. Au contraire, sa main libre a trouvé la mienne et l'a serrée, son étreinte forte et rassurante. Aucun mot n'a été échangé, mais dans ce simple contact, un nouveau pacte a été scellé, un pacte de protection mutuelle dans l'obscurité. Le silence qui a suivi le départ des assaillants était plus assourdissant que le fracas des combats. Dans le bureau obscur, la main de Dante était toujours agrippée à la mienne. Une ancre de chaleur et de force brute dans un océan de peur glaciale. Je pouvais sentir les callosités sur sa paume, la tension contenue dans ses doigts. Dehors, des ordres étaient chuchotés en italien, des bruits de verre brisés balayés. Mais ici, le temps était suspendu. Il n'a pas relâché sa prise, même lorsque la voix de Léo a résonné à travers la porte. « C'est terminé, patron, ils sont partis. » Dante a attendu encore quelques secondes, son souffle régulier contrastant avec les battements erratiques de mon cœur contre mes côtes. Puis, lentement, il a desserré ses doigts. La perte de contact m'a laissé étrangement vide. Il s'est retourné, son visage à moitié dans l'ombre, et pour la première fois, j'ai vu une fissure dans son masque de marbre. Ce n'était pas de la peur, mais une sorte de lassitude sombre et profonde. « Ce n'était qu'un test », a-t-il dit, sa voix rauque. Il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Il voulait trouver une faille. Son regard s'est posé sur moi, et j'ai compris sans qu'il ait besoin de le dire, la faille, c'était moi. J'étais la variable imprévue, la faiblesse qu'il venait de découvrir dans sa forteresse. Une fois les lumières revenues et l'ordre précaire rétabli, Dante m'a fait signe de le suivre dans le salon. Le penthouse, habituellement un havre de paix opulent, portait les stigmates de l'intrusion. Une vase brisée, des marques sur les murs.
Il s'est versé un verre de whisky, le liquide ambré tremblant légèrement dans sa main. Le traître leur a donné les codes de sécurité temporaire, a-t-il déclaré sans préambule, fixant les lumières de la ville à travers la baie vitrée. Quelqu'un de très proche, quelqu'un qui savait que vous étiez ici. Il ne m'accusait pas, mais chaque mot renforçait le poids de ma présence. Je me sentais comme un cheval de Troie, ayant involontairement amené l'ennemi à l'intérieur de ses murs. « Je suis désolée », ai-je murmuré, les mots semblant dérisoires. Il a secoué la tête, buvant une gorgée. « Ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. J'ai sous-estimé leur audace, et j'ai sous-estimé ce que votre présence ici signifiait pour eux. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux sombres et intenses. « Ils ne vous voient pas comme une infirmière, mademoiselle Dubois. Ils vous voient comme mon talon d'Achille, et ils appuieront dessus jusqu'à ce que je cède ou que je me brise. » La promesse de sécurité qu'il m'avait faite semblait maintenant une cage encore plus dangereuse, m'exposant à des menaces que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Plus tard cette nuit-là, le sommeil était un pays lointain et inaccessible. J'ai trouvé Dante dans la bibliothèque, non pas en train de lire, mais de contempler un unique cadre photo posé sur son bureau. Il ne m'a pas entendu approcher, perdu dans ses pensées. C'était une vieille photo en noir et blanc, d'une femme d'une beauté saisissante, avec les mêmes yeux sombres et la même fierté dans le regard, que lui. « Ma mère, Isabella », a-t-il dit doucement, sans se retourner. Elle aussi, ils l'ont utilisée. Mon père pensait pouvoir la protéger, la garder à l'écart de ce monde, mais ce monde a une façon de s'infiltrer, de corrompre tout ce qui est pur. Il a pris le cadre, ses doigts caressant le verre. Un rival de mon père a découvert qu'elle faisait du bénévolat dans une soupe populaire. Il a envoyé ses hommes. Ils ne lui ont pas fait de mal, pas physiquement. Ils se sont contentés de s'asseoir à sa table, de la regarder, de lui faire savoir qu'il pouvait l'attendre quand il le voulait. Elle n'a plus jamais été la même après ça. La peur l'a dévorée de l'intérieur. Il a reposé le cadre, son visage durci par la douleur d'un vieux souvenir. J'ai juré ce jour-là que je ne laisserai jamais personne utiliser la peur comme une arme contre ceux que je protège. C'est un échec que je ne me pardonnerai jamais. Son aveu a ouvert une brèche en moi, une résonance douloureuse qui a fait écho à ma propre histoire. La peur, comme poison lent, la présence d'un prédateur qui détruit votre sanctuaire intérieur sans même lever la main. Marc aussi utilisait la peur, ai-je avoué, ma voix à peine plus qu'un souffle. Il n'avait pas besoin de me frapper tous les jours, il lui suffisait de déplacer un objet dans l'appartement pour me rappeler qu'il pouvait entrer à sa guise. Il laissait des messages sur mon répondeur, non pas des menaces, mais des souvenirs de nos bons moments, sa voix douce et aimante. C'était pire que les coups, c'était une guerre psychologique, une façon de me faire douter de ma propre santé mentale, de me faire croire que j'étais folle de le craindre. Je frissonnais en me remémorant cela. Dante s'est approché, son ombre me couvrant. Il n'a rien dit, mais son silence était empli d'une compréhension profonde et terrible. Nous étions deux survivants de batailles différentes, marqués par le même type de cicatrices invisibles. Dans cette pièce silencieuse, entourée de livres et de fantômes, l'attraction entre nous est devenue une chose tangible, un courant électrique dans l'air, une reconnaissance mutuelle de la douleur et de la force qu'il faut pour y survivre. C'était dangereux, peut-être même plus que les balles et les traîtres, mais c'était aussi la première lueur d'espoir que j'avais ressentie depuis des années. La riposte de Petrov ne s'est pas fait attendre. Réalisant que les murs du penthouse étaient de nouveau impénétrables, il a activé son atout le plus méprisable, Marc Fournier. Un après-midi, mon téléphone sécurisé a sonné. C'était Sophie, à sa voix paniquée. « Clara, il faut que tu viennes. Il y a une fuite de gaz dans mon immeuble, tout le monde évacue. J'ai essayé d'attraper mon chat, mais il s'est caché et je ne le trouve pas. Je suis dehors, je ne peux pas y retourner. J'ai tellement peur pour lui. » La terreur pure dans sa voix a court-circuité toute ma prudence. J'ai couru trouver Dante. « Je dois y aller. C'est Sophie, elle est en danger. » Dante a écouté mon récit, son visage se durcissant à chaque mot. « C'est un piège, » a-t-il dit calmement. « Fournier est derrière tout ça. » Je le savais, au fond de moi, mais l'image de mon amie en détresse était plus forte que la logique. Piège ou non, je ne peux pas la laisser seule, c'est ma seule amie. Il a vu la détermination dans mes yeux. Il a soupiré, une expiration de frustration et de résignation. Très bien, mais nous y allons ensemble, à ma façon. 20 minutes plus tard, nous étions dans le parking souterrain de l'immeuble de Sophie. Dante, Léo, 2 autres gardes et moi, avançant dans un silence tendu, marchant droit dans la gueule du loup.
Le parking était étrangement silencieux, les néons clignotants projetant de longues ombres dansantes. L'air sentait le béton humide et le danger imminent. Nous nous sommes approchés de l'ascenseur lorsque le crissement de pneus a déchiré le silence. 2 gros cylindrés nous ont bloqué la sortie, leurs phares nous aveuglant. Des portières se sont ouvertes et des hommes armés en sont sortis, leurs armes pointées sur nous. Au milieu d'eux se tenait Marc, un sourire suffisant sur le visage. « Clara, ma chérie, tu vois, je t'avais dit que tu reviendrais toujours à moi. » Avant qu'il ne puisse ajouter un mot, Dante m'a poussé derrière un pilier en béton, juste au moment où les premiers coups de feu éclataient. Le bruit était assourdissant, réverbéré par les murs. Dante s'est plaqué contre moi, son corps un rempart solide, me protégeant des éclats de béton qui volaient partout. Il a riposté, ses mouvements fluides et économiques, chaque tir précis et mortel. J'ai vu un de ces hommes s'effondrer, une tache rouge s'étendant sur sa cuisse. Sans réfléchir, j'ai rampé jusqu'à lui, arrachant ma propre écharpe pour en faire un garrot. La peur était là, paralysante, mais l'instinct de l'infirmière, le besoin de préserver la vie, était plus fort. Dante m'a jeté un regard stupéfait, un mélange de fureur et d'admiration, avant de se reconcentrer sur le combat. Le retour au penthouse s'est fait dans un silence pesant, brisé seulement par les gémissements de l'homme blessé que je tentais de stabiliser à l'arrière de la voiture. Une fois à l'intérieur, le médecin privé de Dante a pris le relais. L'adrénaline m'a quittée d'un coup, me laissant tremblante et nauséeuse. C'est là que j'ai remarqué le sang sur la manche de la chemise de Dante. « Vous êtes blessé ?» ai-je dit, ma voix rauque. Il a baissé les yeux, comme s'il ne s'en était même pas rendu compte. Une éraflure profonde, laissée par une balle, parcourait son avant-bras. Ce n'est rien. Mais j'ai insisté. Allons chercher ma trousse de secours. Je l'ai fait asseoir, nettoyant la plaie avec des mains qui, miraculeusement, ne tremblaient plus. Nous étions si proches que je pouvais sentir la chaleur de sa peau, voir les minuscules éclats dorés dans ses iris sombres. Une fois le pansement posé, mes doigts se sont attardés sur son bras. Il a lentement levé sa main libre et a effleuré ma joue, son pouce traçant la ligne de ma mâchoire. Son contact était doux, presque hésitant, un contraste saisissant avec la violence dont j'avais été témoin. « S'il t'avait touché, Clara », a-t-il commencé, sa voix un murmure grave. « S'il t'avait ne serait-ce qu'égratigné, j'aurais brûlé cette ville jusqu'aux fondations. » Ce n'était pas une menace, c'était une confession, un serment qui a fait basculer notre monde. Dans le silence qui a suivi ces paroles, toutes les barrières que nous avions érigées entre nous se sont effondrées. La peur, le contrat, le danger extérieur, tout a disparu, ne laissant que cette vérité brute et aveuglante qui nous liait. Il m'a regardé et pour la première fois, je n'ai pas vu le chef de la pègre, mais l'homme, vulnérable et terrifié à l'idée de me perdre. « Tu es entré dans ma vie comme une tempête silencieuse », a-t-il murmuré, sa main toujours sur mon visage. « Je pensais te protéger, te mettre à l'abri, mais je n'ai fait que te peindre une cible sur le dos. Maintenant, ils savent. Ils savent que tu n'es pas seulement mon infirmière, tu es ma plus grande force et ma seule, mon unique faiblesse. » Son aveu pesait lourdement dans l'air, une déclaration qui changeait toutes les règles. Il me donnait le pouvoir de le détruire. Je savais que la peur aurait dû me submerger, me pousser à fuir cet homme et ce monde qui allait inévitablement me broyer. Mais au lieu de cela, j'ai posé ma main sur la sienne, celle qui venait de tenir une arme pour me défendre. J'ai ancré mon regard dans le sien. « Alors, nous nous battrons ensemble », ai-je dit. Et les mots n'étaient pas un acte de bravoure, mais une simple évidence. Je ne partais plus. J'avais choisi mon camp. Et dans ce choix, j'avais scellé notre destin, pour le meilleur et pour le pire. Les conséquences de l'embuscade dans le parking ont été immédiates et brutales. L'homme blessé, Marco, un des gardes les plus loyaux de Dante, luttait pour sa vie sur la table de la salle à manger, transformée en bloc opératoire improvisé. Son jeune fils et sa femme attendaient dans le couloir, leurs sanglots silencieux une torture plus aiguisée que n'importe quel cri. Je me sentais responsable de chaque larme, de chaque goutte de sang versé. Ma présence ici avait amené la guerre à leur porte. Dante, lui, était consumé par une fureur glaciale. Ce n'était pas seulement la colère contre Marc ou Petrov, mais une rage tournée vers l'intérieur, contre l'échec de son propre système. Léo est arrivé, le visage fermé, porteur de nouvelles encore plus sombres. L'information sur notre itinéraire ne venait pas seulement de Fournier, a-t-il dit à voix basse à Dante, pensant que je ne pouvais pas entendre. Elle a été confirmée de l'intérieur. Le traître est toujours parmi nous.
Le mot traître a résonné dans le silence, empoisonnant l'air. Mon cœur s'est serré. J'étais le catalyseur de cette méfiance, la brèche dans leur armure, et le prix de ma sécurité se mesurait désormais en vies humaines et en loyauté brisée. Le penthouse, autrefois mon sanctuaire, est devenu une prison dorée encore plus hermétique. Dante, hanté par la trahison, a transformé l'endroit en forteresse, instaurant un climat de paranoïa insoutenable. Les hommes qui me saluaient autrefois avec un respect distant me regardaient maintenant avec suspicion. J'étais l'anomalie, l'élément extérieur qui avait tout déstabilisé. Dante lui-même s'est éloigné, se murant dans le silence et le travail. Il passait des heures enfermé dans son bureau avec Léo, interrogeant ces hommes un par un, son regard dur ne trahissant aucune émotion. L'homme qui avait touché ma joue avec une telle douceur avait disparu, remplacé par le chef de clan impitoyable que le monde extérieur connaissait et craignait. Il ne me parlait plus que pour me donner des ordres laconiques. « Restez dans votre chambre, n'approchez pas des fenêtres. » La protection qu'il m'avait promise se muait en un isolement total, une cage dont les barreaux étaient faits de sa propre peur de me perdre et de la mienne de le voir se transformer en un monstre à cause de moi. Notre connexion, si intensément forgée dans le feu, semblait s'étendre, laissant un froid glacial entre nous. Le coup de grâce est tombé un mardi après-midi, un jour gris et pluvieux qui semblait annoncer le malheur. Léo a fait éruption dans le salon où je lisais, le visage si pâle que j'ai cru qu'il allait s'effondrer. Il n'a rien dit, se contentant de tendre une tablette à Dante. Sur l'écran, une vidéo en direct, granuleuse, montrait le trottoir devant l'immeuble de Sophie. Je l'ai vu sortir, son parapluie coloré, une tache de vie dans la grisaille, avant que deux hommes ne l'attrapent et la jettent dans une camionnette noire. Marc Fournier était là, supervisant la scène avec un sourire triomphant qui m'a glacé le sang jusqu'aux os. Puis, un message texte est apparu en surimpression sur l'image. Un échange, ton infirmière contre son ami. Tu as 24 heures. Après, nous lui ferons regretter de t'avoir jamais connu. Le monde a basculé. Ma pire crainte, la conséquence ultime de ma fuite, venait de se matérialiser. J'avais entraîné Sophie dans mon cauchemar. J'ai levé les yeux vers Dante, cherchant un réconfort, une promesse. Mais je n'ai vu dans son regard qu'une fureur froide et calculatrice, le masque de guerre confronté à un choix impossible, un choix où chaque option menait à la perte. La réaction de Dante a brisé le peu d'espoir qu'il me restait. Il n'a pas explosé de rage, il s'est figé. C'est Léo, dans sa panique, qui a révélé le secret qui rongeait Dante de l'intérieur. « Ne fais pas la même erreur qu'avec Isabella », a-t-il supplié. Le nom a eu l'effet d'un coup de poignard. Dante a attrapé son bras droit par le col de sa chemise, ses jointures blanches. « Ne prononce plus jamais ce nom ici », a-t-il sifflé, sa voix un concentré de douleur et de menace. Plus tard, alors que Dante s'était isolé, Léo, rongé par la culpabilité, m'a tout raconté. Isabella, la mère de Dante, n'avait pas simplement été terrorisée par les rivaux de son mari. Lors d'une guerre de clans, le père de Dante avait tenté d'utiliser sa présence comme un bouclier humain lors d'une négociation pour libérer un otage, croyant que personne n'oserait toucher la femme du chef. Il s'était trompé. L'ennemi l'avait abattu devant elle, laissant seul et brisé. Dante, adolescent, avait tout vu, impuissant. Il ne se reprochait pas seulement de n'avoir rien pu faire, il reprochait à son père son sentimentalisme, sa foi en un code d'honneur qui n'existait pas. J'ai compris, je n'étais pas seulement un danger pour moi-même, j'étais la réincarnation de son plus grand échec. Cette révélation a été comme un interrupteur. Tout est devenu clair, d'une clarté terrible et acérée. Rester à ses côtés, c'était le forcer à revivre son traumatisme, à choisir entre le devoir et l'affection, un choix qui avait déjà détruit sa famille une fois. La culpabilité qui me rongeait s'est transformée en une certitude glaciale. Je ne pouvais pas être la cause de sa chute. L'aimer, c'était le quitter. Pendant que Dante et ses hommes planifiaient une attaque qui mettrait la ville à feu et à sang, j'ai agi. J'ai récupéré le vieux téléphone prépayé que Marc m'avait forcé à l'utiliser, une relique de ma vie d'avant que j'avais gardée par une sorte de réflexe de survie. Mes doigts tremblaient si fort que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour écrire le message. « Laissez Sophie partir, je me rends, donnez-moi une adresse, je viendrai seule. » Chaque mot était un clou dans mon propre cercueil, mais c'était la seule solution.
Je ne pouvais pas le laisser devenir son père. Je ne pouvais pas devenir Isabella. Je devais mettre fin à cette guerre, même si cela signifiait me sacrifier. Préparer mon départ a été l'acte le plus difficile de ma vie. Je n'ai pris qu'un petit sac, laissant derrière moi les vêtements, les livres, les traces de cette vie qui n'avait jamais été vraiment la mienne. Sur l'oreiller de mon lit, j'ai laissé une courte note pour Dante. « Je suis désolée, c'est la seule façon de vous protéger. Ne me cherchez pas. » Les mots étaient froids, inadéquats, mais c'était tout ce que ma lâcheté me permettait. J'ai utilisé une porte de service que j'avais repérée, un angle mort dans le réseau de caméras de surveillance. Glisser hors du penthouse, c'était comme m'arracher le cœur de la poitrine. L'air froid de la nuit parisienne m'a giflé, me rappelant ma solitude. J'étais de nouveau la proie, retournant volontairement dans la cage du chasseur. Chaque pas vers le point de rendez-vous que Marc m'avait envoyé était un pas de plus vers ma destruction. Mais c'était aussi, je l'espérais, un pas vers la survie de Dante. Je l'avais sauvé une fois sur une table d'opération, je devais le sauver une dernière fois, de lui-même, de l'amour qu'il me portait et qui le condamnait. Quand Dante a trouvé la note, le papier fin a tremblé entre ses doigts avant qu'il ne le froisse dans un geste de rage impuissante. La douleur a été instantanée, plus profonde que n'importe quelle blessure par balle. Ce n'était pas de la tristesse, mais une fureur pure, dirigée contre lui-même. Il avait échoué. Il lui avait promis un sanctuaire et lui avait construit une cible. Il était devenu son père, un homme dont les sentiments mettaient en danger la femme qu'il aimait. La pièce, encore imprégnée de mon parfum, semblait soudain immense et vide, une cage dorée devenue un mausolée. C'est à ce moment que Léo est entré, son visage une étude de désespoir. « Patron, on a intercepté un message de Fournier à Petrov. Il dit « Le paquet est en route, l'échange est annulé, on a les deux. » La vérité l'a frappé avec la force d'un bélier. Mon sacrifice avait été inutile. Marc n'avait jamais intention de libérer Sophie. Il voulait tout. Il voulait me détruire et forcer Dante à regarder. L'ennemi avait gagné. Il avait perdu la femme qu'il aimait, son ami est condamné, et il était seul au milieu des ruines de tout ce qu'il avait essayé de construire. Le sentiment que tout était fini, irrémédiablement perdu, était absolu. Je fus jeté dans un entrepôt humide et glacial. L'odeur de rouille et de pourriture emplissait mes poumons. Mais la peur avait été remplacée par une clarté glaciale. Sophie était recroquevillée dans un coin, son visage strié de larmes. Marc se tenait devant nous, son sourire un masque grotesque de triomphe. Il pensait avoir gagné, s'attendant à ce que je le supplie, à ce que je pleure. Mais la femme qui tremblait dans son appartement n'existait plus. Je croisais son regard, mon esprit un tourbillon de calculs. J'évaluais les gardes, leurs costumes bon marché, leur énergie nerveuse. Ce n'étaient pas des professionnels comme les hommes de Dante, c'étaient des voyous engagés. Je commençais à parler à Marc, ma voix calme, nourrissant son ego, posant des questions, le poussant au monologue. Chaque mot qu'il prononçait était un indice, chaque vantardise une faiblesse que je pouvais exploiter. Mes yeux balayaient la pièce, notant l'extincteur rouillé sur le mur, la flaque d'eau huileuse près d'un boîtier de raccordement. Je chuchotais à Sophie non seulement des mots de réconfort, mais des instructions. « Quand je bougerai, tu courras vers cette porte latérale, ne te retourne pas. » Je n'attendais plus un sauveur, je me préparais à en devenir un, même si c'était la dernière chose que je faisais. Je ne pouvais pas le savoir à ce moment-là, enfermé dans cette tombe de béton, mais Dante n'était pas en train de sombrer dans le désespoir. Léo m'a raconté plus tard que ma note ne l'avait pas brisé, elle l'avait forgé. La douleur s'était muée en une fureur froide et méthodique, une précision chirurgicale qui avait glacé le sang de ses propres hommes. Il n'avait pas crié, il n'avait pas jeté d'objet. Il s'était assis dans son bureau, au milieu du silence, et était devenu le prédateur que son père n'avait jamais osé être. Il avait regardé la liste de ses hommes et il avait su. Le traître, un jeune garde nommé Enzo, qu'il avait traité comme un fils, avait avoué, sans même qu'on le menace, brisé par le simple poids du regard de Dante. Avec l'adresse de l'entrepôt, Dante n'avait pas planifié une guerre, il avait orchestré une destruction. Il avait passé des appels, non pas à ses soldats, mais à des contacts dans les plus hautes sphères, juges, journalistes, politiciens. Il n'allait pas seulement me sauver, il allait effacer Marc Fournier de la surface de la Terre en utilisant les mêmes armes que le système corrompu de Marc, l'influence, les secrets et la ruine publique.
L'impatience de Marc grandissait, son assurance se fissurait. Il attrapa Sophie, lui pressant le canon d'une arme contre la tempe. « Le temps est écoulé, Clara, ton prince charmant ne viendra pas. » C'était le moment que j'attendais. J'ai crié, un son aigu et désespéré qui a attiré l'attention de tous pendant une fraction de seconde. Dans ce court instant, j'ai projeté un vieux bidon d'huile vers le boîtier électrique dont les fils pendaient, créant une gerbe d'étincelles aveuglantes. La confusion fut totale. J'ai poussé Sophie de toutes mes forces. « Maintenant !» ai-je hurlé. Elle a couru, disparaissant dans l'obscurité. Marc, fou de rage, s'est retourné et m'a saisi, son emprise comme un étau d'acier. Il a levé la main pour me frapper et c'est à ce moment que les portes métalliques de l'entrepôt ont volé en éclats. Mais ce n'était pas le son d'une fusillade, c'était la lueur aveuglante des gyrophares de la police, des dizaines de faisceaux lumineux qui nous ont figés sur place. Dante n'avait pas envoyé son armée, il avait envoyé les collègues de Marc, les vrais, armés d'un mandat d'arrêt en béton pour enlèvement, corruption et association de malfaiteurs. La partie était terminée. Marc était piégé, encerclé par les siens. Il était fini, et il le savait. Dans un dernier acte de méchanceté désespérée, il m'a tiré devant lui, m'utilisant comme bouclier humain, la lame froide d'un couteau pressé contre ma gorge. « Personne ne bouge, ou elle est morte !» a-t-il hurlé, sa voix brisée par la panique. Les policiers ont levé leurs armes, la situation dans une impasse mortelle. C'est alors qu'une silhouette unique est sortie de l'ombre, derrière le cordon de police. C'était Dante. Il était seul, désarmé, les mains bien en évidence. Il avait abandonné tout avantage tactique, toute démonstration de force. Il s'est avancé lentement dans la lumière. « Laisse-la partir, Fournier !» Sa voix était calme, presque conversationnelle, mais elle portait un poids qui a fait taire tout l'entrepôt. « C'est moi que tu veux, ton problème c'est avec moi. » Il s'offrait en échange, se présentant comme une cible. Il risquait tout, non pas en tant que parrain de la pègre, mais en tant qu'homme. Il choisissait d'être vulnérable, cette chose même qu'il avait redoutée toute sa vie, pour me sauver. C'était son échec passé, sa mère, son serment, tout se jouait dans ce couloir de lumière. L'esprit de Marc vacillait, l'offre trop tentante pour être ignorée. Tuer Dante Moretti ici, maintenant, ferait de lui une légende. Son emprise sur moi s'est relâchée d'1 millimètre, son attention se déplaçant vers sa véritable cible. C'était tout ce dont j'avais besoin. M'inspirant d'une leçon de défense qu'il m'avait donnée des semaines auparavant, une leçon que j'alors percevais comme une autre forme de contrôle, j'ai agi. J'ai écrasé son coup de pied de tout mon poids et j'ai violemment enfoncé mon coude dans ses côtes. Il a grogné de douleur, le couteau tombant sur le sol en béton avec un bruit métallique. Avant même qu'il ne puisse réagir, les policiers l'ont submergé. C'était fini. Dante s'est précipité vers moi, ses mains parcourant mes bras, ses yeux cherchant la moindre blessure avec une intensité frénétique. Le soulagement sur son visage était si profond que c'était comme regarder une statue de marbre se fissurer pour révéler l'homme en dessous. « Tu es blessé ?» a-t-il demandé, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne cachait plus. J'ai secoué la tête. « Non, nous avons réussi », ai-je murmuré. « Nous. » Dans cet instant, nous n'étions plus un patron et son employé, nous étions des partenaires. Dans le sillage du chaos, l'entrepôt est devenu un tourbillon de lumière clignotante et de voix officielles. Marc a été emmené, menotté, sa vie et sa carrière en ruine, le monstre enfin exposé au grand jour. Le réseau de Petrov à Paris, fragilisé par les informations que Dante avait fournies, s'effondrerait dans les jours suivants. Sophie était en sécurité, enveloppée dans une couverture, Léo veillant sur elle avec une sollicitude inattendue. Une fois le calme revenu, Dante m'a conduite à sa voiture. Le silence à l'intérieur était un sanctuaire. Il n'a pas démarré le moteur. Il s'est tourné vers moi et dans sa main, il ne tenait pas un contrat, mais un billet d'avion et un passeport avec un nouveau nom. « Tu es libre, Clara, » dit-il, sa voix lourde. « Tu peux aller n'importe où, recommencer, une nouvelle vie, loin de tout ça. » Il me donnait le choix qu'il m'avait jamais eu. J'ai regardé le billet, la promesse d'une vie normale et paisible. Puis je l'ai regardé, lui, l'homme qui avait affronté sa plus grande peur pour moi. J'ai lentement pris le billet de sa main et, sans un mot, je l'ai déchiré en deux. J'ai laissé les morceaux tomber. « Ma maison, c'est toi », ai-je dit. Un lent sourire, le premier vrai sourire que je lui avais jamais vu, a illuminé son visage. Les mois qui ont suivi ont été un long et lent soupir de soulagement. Le penthouse, avec ses murs de verre et ses fantômes, a été vendu. Nous avons emménagé dans une maison en pierre meulière en périphérie de la ville, un lieu avec un jardin envahi de roses sauvages et des planchers qui craquaient sous nos pas. C'était un foyer, pas une forteresse.
Le procès de Marc Fournier a été rapide, les preuves amassées par Dante si accablantes qu'il n'avait aucune chance. Il a été condamné à une peine lourde, non seulement pour mon enlèvement, mais pour des années de corruption qui ont fait tomber avec lui tout un réseau. L'empire de Petrov à Paris s'est effondré comme un château de cartes, privé de son allié au sein de la police. Dante a passé ce temps à purger sa propre organisation, à reconstruire sur des bases de loyauté et non de peur. Léo, devenu presque un ami, supervisait les opérations avec une nouvelle légèreté. Et moi, je réapprenais à respirer. Je n'étais plus une proie, je n'étais plus une victime, je n'étais plus la femme qui sursautait à chaque porte qui claque. Je commençais à peine à découvrir qui j'étais quand je n'avais plus peur. Et cette découverte, je la faisais à ses côtés, chaque jour un peu plus sûre, un peu plus entière. Mon nouveau projet est né d'une conversation tardive dans ce même jardin. Je lui parlais de tous ces patients que je voyais aux urgences, des femmes battues, des familles sans abri, des gens brisés par un système qui ne voulait pas les voir. Je lui ai dit que suturer une plaie ne servait à rien si on renvoyait la personne dans le monde qui l'avait infligée. Le lendemain matin, il m'a réveillée avec des plans d'architecte étalés sur la table de la cuisine. C'était un petit dispensaire dans un quartier populaire, un lieu pour offrir des soins gratuits, un soutien juridique et un refuge temporaire. La fondation Isabella Moretti, disait-elle en tête. Il ne s'agissait pas de blanchir son argent ou de se donner bonne conscience, c'était sa façon de racheter le passé, de donner un sens à la douleur de sa mère en utilisant son pouvoir pour protéger d'autres femmes comme elle. Il me finançait, mais le projet était le mien. Je choisissais le personnel, je définissais les programmes, je prenais chaque décision. Il n'était pas mon sauveur me tendant une aumône, il était mon partenaire, me donnant les outils pour construire quelque chose qui me dépassait, pour transformer ma propre guérison en une promesse pour les autres. La vie a trouvé son rythme, fait de petits rituels qui valaient plus que tous les grands gestes. Le soir, c'est souvent lui qui cuisinait, ses grandes mains étonnamment agiles pour émincer des légumes. Nous parlions de tout et de rien, des progrès du dispensaire, d'un livre que j'avais lu, du nouveau chiot que Léo avait offert à la femme de Marco, le garde blessé qui était maintenant complètement rétabli et s'occupait de notre sécurité. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, il a pris ma main et a tracé du bout du pouce la fine cicatrice blanche laissée par le couteau de Marc sur ma gorge. Son contact n'était plus hésitant ou chargé de tension, mais empreint d'une tendresse familière. « C'est la dernière marque qu'un autre homme laissera jamais sur toi », a-t-il murmuré, sa voix grave une promesse absolue. Il a sorti une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant ostentatoire, mais une simple bague en platine gravée à l'intérieur d'un seul mot, sanctuaire. Ce n'était pas une demande en mariage, mais une confirmation. Il était ma maison, et j'étais la sienne, et c'était tout ce qui comptait. Nous sommes maintenant 1 an plus tard. Le dispensaire a ouvert ses portes il y a 3 mois, et il ne dessème pas. Je vois dans les yeux des femmes que nous aidons le reflet de la femme que j'étais, mais je vois aussi l'étincelle d'espoir que je n'osais plus avoir. Dante vient parfois me chercher le soir et il reste en retrait, observant le chaos organisé de ce lieu de guérison, un lent sourire aux lèvres. Il a trouvé une autre forme de pouvoir, plus silencieuse, plus durable. Ce soir, nous sommes dans le jardin. La lune est pleine et les lumières de Paris scintillent au loin, non plus comme une menace, mais comme une promesse. Il a passé son bras autour de mes épaules et j'ai posé ma tête contre sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur. Le silence entre nous est paisible, une symphonie de tout ce que nous avons traversé et de tout ce que nous construisons. J'ai compris que le véritable amour ne vous sauve pas de la tempête, il est l'ancre qui vous tient ferme pendant que vous apprenez à naviguer. Si mon histoire a résonné en vous, si vous croyez qu'il est possible de trouver un port sûr même après le plus violent des orages, n'oubliez pas de vous abonner. Votre soutien permet à d'autres de trouver ces récits et de se sentir, peut-être, un peu moins seuls.